débat avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec aujourd'hui Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, également éditorialiste sur RT France. Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Bonjour. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, et Pierre Claret. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de campagne de Jean Lassalle et les auditeurs reconnaîtront peut-être votre voix. Pierre qui nous appelle parfois à l'antenne pour commenter, c'est vous, et vous avez accompagné votre candidat ce matin qui était l'invité de Patrick Roger et Cécile de Minibus. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Éric Zemmour entré en campagne réussie, point d'interrogation. Un auditeur me dit si on mesure uniquement le bruit autour de la candidature de Zemmour, oui, c'est une réussite. Congrès LR, tout est ouvert. Et puis troisième dose, rendez-vous impossible, mauvaise gestion puisque le pass sanitaire arrive à expiration si vous n'avez pas de troisième dose au 15 décembre, et pourtant beaucoup de personnes qui souhaitent se faire vacciner n'arrivent pas à trouver de rendez-vous avant le mois de janvier, voire février. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Laurent, commençons avec vous, Laurent Jacobelli. C'est un coup de gueule, et un coup de gueule énorme, Valérie, que je voudrais pousser aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle qui est passée à peu près inaperçue, mais que j'aimerais souligner quand même. La mairie de Strasbourg, tenue par les écologistes, en tout cas ceux qui se prétendent comme tels, a organisé un webinaire. Alors vous savez, c'est une forme de conférence à travers les réseaux sociaux avec les agents de la ville. Vous me direz, jusque-là, tout va bien. Le thème était sur comment lutter ou déceler le terrorisme. Jusque-là, tout va bien. Sauf que on s'aperçoit en lisant ce webinaire que on nous présente les terroristes comme des victimes de la société. Alors il y a des choses très choquantes. On nous explique que les victoires de Daesh sont d'abord des échecs de notre République. On nous explique aussi que c'est la politique publique qui a amené des gens à commettre des attentats. On nous explique aussi qu'il faut rapatrier d'urgence tous ceux qui ont un lien avec le terrorisme dans les zones d'opération de Daesh, parce que finalement il faut les sauver de cette situation difficile et qu'il faut les aider. Voilà. Vous ne caricaturez pas? Tout est vérifiable. Non, j'avais effectivement pas vu cette information. Eh bien, voyez, ouais. Tout est vérifiable. C'est un article qui est paru chez vos collègues. Mais de Valeurs Actuelles? Non, je sais plus. Alors, pour être très honnête, pardon. Je n'ai plus la source, mais j'ai vérifié avant de venir. Vous pouvez me croire. Et surtout, je vais vous dire, ce n'est pas surprenant, parce que c'est une mairie qui avait déjà débloqué 2,5 millions pour la construction d'une mosquée radicale liée au groupe turc Miligorus, qui a une vision politique de l'islam et qui a une vision de conquête, notamment de l'Europe de l'Ouest, de l'islam. Une mairie qui avait refusé d'adopter la nouvelle définition de l'antisémitisme proposée par les instances internationales. Donc c'est une mairie qui n'en est pas à son coup d'essai, qui joue avec le communautarisme, qui frise parfois la tolérance avec l'islam radical, tout simplement à des fins électorales. Mais je crois que cette logique de la victimisation, on la retrouve à des degrés moindres, d'ailleurs, dans certaines banlieues où on explique la violence communautaire parce que la France aurait un passé colonial, parce que la France n'aurait pas investi assez dans les banlieues. Je pense que ces reculades, ces acceptations de fait n'ont pas leur place en République, et que les élus de la nation devraient avoir un rôle moteur pour dénoncer le terrorisme sans aucune condition, sans aucun mais, sans aucun si, mais de manière totale. La mairie de Strasbourg a commis là, je crois, un péché très grave, une faute très lourde. On ne peut pas enseigner que le terrorisme, nous en sommes en partie coupables. Non, nous sommes les victimes. Je ne vais pas rappeler là les terribles chiffres de notre pays en matière de tribut payé au terrorisme islamiste, et que tous ceux qui essayent de s'accommoder avec la réalité sont pas loin de la notion de traîtrise. Vous voulez réagir, Alexandre? D'abord, pour dire que les écolos, ça ose tout, c'est pour ça, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais, et de plus en plus, non, je trouve ça en effet pitoyable. Il y a un moment donné où, sur certains sujets, il doit y avoir un vrai consensus. Qu'après, on puisse expliquer que des conditions de vie, des difficultés font qu'à un moment donné, des gens basculent dans une forme de radicalité. C'est vrai que ça peut s'expliquer, mais ça peut pas se justifier. Ça n'a pas la place, en tout cas, dans un débat dans le cadre d'une mairie. C'est pas le lieu avec le personnel municipal, etc. C'est absolument pas le lieu. Et puis à un moment donné, il faut faire front commun. On n'a pas le choix sur ces questions-là. Il faut être. Mais c'est vrai que à un moment donné, il y a une perte de sens généralisée qui est en train d'investir, je dirais, les consciences en France, surtout sur tous ces débats. On est aussi
aussi sous l'influence américaine avec cette espèce de mouvement du wokisme, de la cancel culture, et de cette espèce de déstructuration fait que tout et n'importe quoi devient possible. C'est assez fascinant, sauf que ça pose un problème, c'est quand il n'y a plus de repères, plus de guides, plus de cap, à un moment donné, ça fait plus nation. Ouais. C'était le journal L'Opinion, qui n'est pas un brûlot extrémiste, je crois. Absolument. Réaction ? Ouais. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui fait écho à ça, c'est aussi le travail de sape de la Commission européenne avec ce guide interne que vous avez dû voir passer sur l'inclusion. On l'a évoqué hier. On ne peut pas dire cette monsieur, commissaire madame, européenne où il ne faut pas dire monsieur, madame. Surtout pas dire Noël non plus, ni Marie. Ce serait un peu dangereux. Donc je crois que c'est un travail d'équipe de faire cette sape des repères, le fait aussi de faire croire que derrière l'inclusion, il y a un monde nouveau. Moi, j'y vois un projet totalitaire d'hommes nouveau, comme on a pu le voir au XXe siècle, extrêmement dangereux, à la fois avec le projet transhumanisme d'un côté, et puis ce côté où on remet en cause finalement des règles fondamentales, naturelles, biologiques, sous prétexte qu'on peut changer l'homme. Ce projet d'homme nouveau, moi, il me fait extrêmement peur. On peut continuer. Il y a aussi la mairie de Marseille qui a accepté que Tariq Ramadan soit invité à un dîner littéraire. C'était très, très agréablement présenté. Entrée Soufi mon amour avec Elif Shafak. Plat du jour, discours sur la servitude volontaire. Étienne de la Boétie, dessert, discussion sous forme de questions-réponses sur les livres présentés. Tout cela servi par le professeur Tariq Ramadan. 15 € par personne, place limitée. Je ne pense pas que ce soit un canular, mais j'avais vu passer ça. Non, donc c'est vrai que c'est... Voilà, on accepte certains, ça. pour gagner des élections, sont prêts à trahir leurs armes, partant du principe qu'un bulletin n'a pas d'odeur. Si c'était nouveau, ce serait bien. Non, mais à ce point, à pactiser avec l'ennemi, parce que l'islam radical est l'ennemi de la France, pas seulement de la France d'ailleurs, pactiser avec l'ennemi, là c'est grave. Je vais quand même vous lire une phrase sur la manière dont il voit la justice antiterroriste. C'est toujours le même webinaire. Il nous explique que la justice antiterroriste est devenue une machine à transformer les justiciables, donc les terroristes, en ennemis. Oui, ce sont nos ennemis. Les magistrats ne voient plus en chaque prévenu qu'un soldat de Dieu qui sommeille, grosso modo oubliant l'être humain qui se cache derrière. Mais qu'est-ce que c'est que cette renonciation? Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette collaboration? Bon, je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais ce que vous rapportez est assez choquant en effet. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant après les infos sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Les débats, l'actualité commentée aujourd'hui par Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste sur RT France. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Et Pierre Claret, membre de l'équipe de campagne de Jean Lassalle. Éric Zemmour, entrée en campagne réussie. Point d'interrogation. On va revenir sur cette interview également aux 20h de TF1 qui a été extrêmement critiquée. Et ce matin même par l'ancien directeur de la rédaction de TF1 j'ai un trou de mémoire, mais je vais vous le retrouver dans un instant, qui a dit qu'il n'avait jamais vu une interview comme cela. On va parler du congrès LR et puis de la troisième dose avec des rendez-vous impossibles. Donc comment faire avec le pass sanitaire? Parlons justement du pass sanitaire avec vous, cher Alexandre Malafaille. C'est pas votre coup de gueule? Non. Ah, pas du tout. Moi. Non, c'est Alexis. C'est Alexis. Moi, pardon. Mais j'ai une espèce de voilà, en fait, moi, c'est sur la CNIL, qui est donc le gendarme de l'Internet ici, qui, depuis un an, demande en fait des évaluations chiffrées des mesures du gouvernement sur est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Et ça fait un an qu'il n'y a pas de réponse. Et là, sur le pass sanitaire, c'est criant en fait on aimerait savoir à quoi sert ce pass sanitaire. Alors, à quoi sert la CNIL? Alors la CNIL sert à rien. Elle sert à dire, ce serait bien qu'on sache mais c'est comme le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, on se rend compte qu'ils ne servent plus à grand chose non plus. Donc on se retrouve dans un régime d'exception permanent avec des mesures plus folles les unes que des autres. Alors bientôt, on va avoir sans doute des amendes pour les non-vaccinés, comme c'est bientôt le cas en Autriche, comme en Grèce, en Allemagne. Sans doute c'est la feuille de route au niveau européen. Et aucune réponse comptable de la part du gouvernement. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel avait bien dit que le pass sanitaire n'avait pas vocation à être une incitation au vaccin. Il n'est que ça. La preuve avec la troisième dose qui conditionne la continuation de ce fameux pass sanitaire. Je ne comprends pas comment on se retrouve dans cette situation-là avec des problèmes maintenant au niveau des hôpitaux, que ce soit sur les urgences pédiatriques, que ce soit la semaine dernière, ce pauvre citoyen qui est mort d'une péritonite parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste à l'hôpital. Il n'y a pas
une seule motion de censure au Parlement. Dans n'importe quelle démocratie fonctionnelle, on demanderait une démission du ministre de la Santé. Aujourd'hui, il y aurait une vraie opposition. Non mais il y a un pass sanitaire. Non mais et alors, c'est pas parce que les autres se jettent de la falaise qu'il faut y aller. Non, à un moment, on est quand même un pays éclairé, on est un peuple souverain, on l'était peut-être, je crois que là on ne l'est plus, et ces mesures-là, elles ne sont pas chiffrées, elles ne prouvent pas leur efficacité. On sait que le pass sanitaire, c'était pour que les gens aillent se faire vacciner. Alors oui, mais ça ne devait pas être la raison de l'existence de ce pass sanitaire, c'était l'avis du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on voit que c'est la raison. Le Conseil constitutionnel s'est évaporisé, enfin il n'existe plus. Mais évaporé, pardon. Il n'y a plus rien. Non mais vraiment, je ne comprends pas à la fois la soumission du peuple français. La soumission du peuple français, il vous aura pas échappé que majoritairement ils sont favorables au pass sanitaire. Hein. Oui, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est une rupture de l'égalité, c'est une rupture du pacte républicain, et derrière, qu'il n'y ait pas d'opposition, ou alors vraiment minime. Hein. Il y a eu quelques prises de parole au Parlement européen et ailleurs, et je vous en remercie. Oui, nous sommes contre. Voilà, clairement. vous êtes contre, et heureusement, mais ça devrait être un tir de barrage pour dire on arrête ces conneries. Alexis, mais on voulait arrêter quoi, le pass sanitaire? Bien sûr. Bien sûr. Tant qu'on est dans un système où la peur est l'arme de manipulation. Omicron, ça marche pas. Mais ça va marcher. La grande majorité des gens ont peur de cette maladie parce qu'on leur passe leur temps à leur faire peur. On a mis un thermomètre, si je puis dire, dans la France qui ne va mesurer que le Covid. Et tant que les gens auront peur, on leur fera avaler n'importe quoi. Et c'est ça qui est terrifiant. Et quand on aura un peu de recul dans quelques mois, j'espère, ou dans quelques années, on se dira ah là là, comment c'est possible? Sauf qu'entre-temps, on aura cranté beaucoup de choses en matière de contrôle sanitaire et d'obligations sanitaires, et on ne reviendra pas en arrière parce que les décisions qu'on est en train de prendre, on les prend à chaud dans la crise pendant que les gens ont peur. Donc il n'y a pas de débat démocratique sur ces questions-là. Il n'y a aucun contre-pouvoir qui s'exerce partout, nulle part. C'est fascinant. Et tout ça, effectivement, je comprends que ça puisse alimenter des théories du complot en disant mais tout ça enrichit les labos, etc. Je ne dis pas que c'est ça. Mais en tout cas, les gens se disent mais tout ça sert à quoi et pour qui? À qui profite le crime? Si vous me le permettez. Oui, Pierre. Je crois qu'en fait, il faudrait qu'il y ait des journalistes d'investigation pour aller voir les hôpitaux, et vous verriez que peut-être dans les hôpitaux, il n'y a pas tant de Covid que ça. J'ai quelques échos de mon côté, et j'ai vu que les Hautes-Pyrénées étaient classées en rouge, et pourtant, vous pouvez aller voir dans les hôpitaux, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont notamment à l'hôpital. Mais Olivier Véran parlait à 13h40 tout à l'heure. Là, il fait une intervention. On est là face à un exercice de style qu'on connaît bien, c'est le management par l'angoisse. C'est-à-dire qu'on nous annonce la fin du monde, et que si on ose critiquer, eh bien, on va précipiter la fin du monde, et que si on ose faire un pas de travers, on est complice de ce qui va nous arriver, et donc il faut être très sage et rester chez soi. En fait, ce pass sanitaire est complètement inutile. Je peux rappeler quand même qu'on peut avoir un pass sanitaire, être malade et contaminé. Exactement. Et pendant qu'on focalise l'attention sur les quelques personnes qui ne sont pas vaccinées et ceux qui sont réfractaires au pass sanitaire, on oublie de parler de l'essentiel. La réforme de l'hôpital, et vous en avez parlé, avec plus de 5700 fermetures de lits en année Covid, ce qui paraît une aberration, mais ce qu'ils ont réussi à faire quand même avec ce gouvernement. On ne parle pas du fait que maintenant les tests sont payants pour les non-vaccinés, c'est qui est une folie sanitaire, parce que les plus pauvres ne se font plus tester, donc on n'est pas au courant du fait que certains soient malades, ils continuent du coup à contaminer, alors que si on avait les tests gratuits, on pourrait avoir finalement une jauge un peu plus précise. S'ils se faisaient vacciner, ils contamineraient peut-être moins, et c'est quand même l'argument de base de dire que si les gens sont vaccinés, on sortira de cette histoire. À titre personnel, je préfère me faire soigner par une infirmière qui a fait un test 2 heures avant qui était négatif, que par une infirmière qui a fait un vaccin il y a 4 mois. Voilà, oui, j'en suis sûr. Et je pense que les études montrent que je n'ai pas tort. Donc, plutôt que de renvoyer 5 mois. Plutôt que de renvoyer 15 000 personnels soignants chez eux sans salaire parce qu'ils ne sont pas vaccinés au moment où on a besoin de monde et au moment où on laisse mourir des patients parce qu'il n'y a pas assez de monde, je pense que ce gouvernement ferait mieux d'être sage plutôt que de propager l'angoisse, rétablir la gratuité des tests, contrôler efficacement les frontières, mettre des purificateurs d'air dans les écoles, multiplier les analyses des eaux usées, ce qui n'est toujours pas fait, prendre des mesures de bon sens, mais crier au loup, hurler, ça permet de cacher et de taire l'inaction et l'inefficacité de ce gouvernement. Ce que je ne comprends absolument pas sur cette obligation vaccinale des soignants, c'est que pendant 1 an, ils ont fait le job sans être vaccinés, et ils l'ont très bien fait. Et deuxièmement, si on leur fait porter aux personnels soignants non vaccinés un masque FFP2,
ou alors les masques ne servent à rien, mais on ne nous l'a pas dit, mais s'ils ont un masque FFP2 de haute filtration, normalement, ils ne sont pas contaminants, que je sache. Donc on devrait leur dire, bon, vous n'êtes pas vacciné, par contre, vous avez l'obligation de porter le masque toute la journée, si vous l'enlevez, vous dégagez. Voilà. Il y aurait une règle claire, ce serait logique, parce qu'à quoi servent les masques, sinon on nous a dit qu'il fallait les porter tout le temps, en toutes circonstances. Il faut les garder, faut être J'espère juste une chose. Des gestes barrières. J'espère juste une chose, c'est que M. Macron ne baissera pas dans les sondages, parce que sinon on risque d'être tous confinés à partir du début janvier. Majoritaire, donc aujourd'hui, sur ce sujet. Ceci dit, le confinement, j'ai lu, ça pourrait être une manière de juguler l'inflation. Hein. Ça évite de consommer trop. Donc c'est aussi un outil pour lutter contre l'inflation. Alors, ce que vous pourriez dire aussi, pour être très précis, c'est que les gens qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, majoritairement en réanimation, sont des gens qui ne sont pas vaccinés, ou alors qui ont été vaccinés et qui ont des comorbidités. Donc le vaccin fonctionne. Bien sûr, non, ça je ne dis pas le contraire. En tout cas, on n'a pas dit l'inverse, mais de faire du vaccin l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pandémie, on voit bien que ça ne marche pas. En revanche, inciter nos concitoyens à le faire pour se protéger des formes graves, oui, bien évidemment, ça paraît logique. Et le chantage social et la stigmatisation, c'est pas supportable. Oui, mais moi je suis désolée, quand il y a des gens qui sont pas vaccinés, qui travaillent ici, ça m'emmerde. J'ai pas d'autre mot que ça. Je trouve pas ça normal qu'on ne se vaccine pas aujourd'hui, donc qu'on travaille dans une entreprise et qu'on puisse contaminer ou mais on peut pas forcément même vacciner, malheureusement. Oui, mais vous aurez des formes moins graves, c'est tout. Et Valérie, j'ai une question. Si cette personne que vous décrivez a fait son test le matin même et que le test est négatif. Oui, mais la personne a quand même eu le Covid. Voilà. Donc, à quoi servent les tests alors? Sinon, les tests c'est efficace. Si vous êtes sûr qu'elle a pas. Mais vous ne pouvez pas le demander en entreprise. Vous ne pouvez pas le demander. Il faut multiplier les autotests, multiplier les tests. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas le demander en entreprise. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de payer, qui n'a pas les moyens de payer. Il va continuer à aller bosser en étant contaminé et en bloquant des gens. Ce que je ne comprends pas, si vous êtes vacciné, du coup, vous n'aurez pas une forme grave. Donc il y a un moment, tout ça, excusez-moi, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. À ce moment-là, 100% de vaccinés, on n'y arrivera pas. On est un des pays les plus vaccinés de l'Union européenne. J'ai été le premier à critiquer le début de la vaccination qui était, on va dire chaotique pour être gentil. Aujourd'hui, on a atteint des chiffres que beaucoup de gens n'ont pas encore atteints chez nos voisins. Et pour autant... On est quand même un des pays les moins contaminés aussi aujourd'hui. Écoutez, on nous annonce quand même une 4e et une 5e vague. C'est fulgurant. C'est fulgurant. On redouble, on nous ressort des études comme quoi 700 000 Européens vont mourir. Enfin, reprenons un peu nos distances avec tout ça. Et surtout, ne nous habituons pas à ce que la liberté devienne un régime d'exception. Non. Non, la liberté, c'est la normale. C'est le reste qui doit être exceptionnel. Entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage aujourd'hui. Oui, un coup de gueule, parce que je trouve que c'est une mauvaise nouvelle qui tombe à un moment où les Français, dans leur grande majorité, sont quand même bien essorés par la crise sanitaire, notamment ceux qui travaillent, qui en ont pris, si je puis dire, plein la poire pendant 1 an et demi et qui ont subi toutes les mesures diverses et variées, en particulier dans le privé, mais pas que, bien sûr. Voilà, donc je trouve que ça tombe mal en termes de calendrier. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont salariés dans le privé et qui payent une assurance chômage, qu'ils auront donc des droits moindre, voire bien moindre à partir d'aujourd'hui, avec une dégressivité qui aura des conséquences non négligeables. Et plus vous allez monter en rémunération, plus vous serez sanctionné, pénalisé. Je rappelle également que les gens n'auront aucune décote sur leur cotisation, bien sûr, d'assurance chômage. Vous allez payer la même chose en étant toujours moins bien remboursé, ce qui est le cas avec la Sécu, ce qui est avec tout le reste. Donc là encore, on paye les effets d'une très mauvaise gestion. Je trouve ça triste. Et puis je voudrais quand même dire que sur le plan philosophique, ça me choque un peu quand même. Ça me choque un peu parce que d'abord, on dit bien sûr que finalement ceux qui sont au chômage ont tendance à préférer y rester. Bon, c'est une analyse que je ne partage pas forcément. D'une part, il y a bien sûr quelques profiteurs à la marge, c'est toujours possible. Mais surtout, je trouve que on perd de vue quand même dans ce système que la richesse nationale, elle est créée où ? Celle qui permet de financer les URSSAF, les cotisations sociales, l'État, les impôts, etc. Elle est créée dans les entreprises et elle est créée par qui ? Elle est créée par les collaborateurs des entreprises. Et donc ce sont eux qui sont en première ligne, qui ont, si je puis dire, voilà, ils prennent tous les risques, ils bossent, ils participent à la création de la richesse, ils la fabriquent. Cette richesse profite à la nation, elle va payer tous les fonctionnaires qui, eux, de toute façon, n'ont aucun problème de fin de mois, aucun problème de retraite. Et de fait, c'est eux, quand ils ont un accident de parcours, qui vont se retrouver pénalisés. Je trouve que sur un plan philosophique, dans une société où on parle d'égalité et de fraternité, eh bien, je trouve que là, on piétine tout de manière assez sauvage, d'autant plus que cette réforme, elle a été menée tambour battant par un exécutif qui veut absolument pouvoir dire j'ai coché une case avant les élections, sans concertation avec les partenaires sociaux, tous sont hostiles, et je trouve que c'est
c'est dégueulasse. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement, tout a été très bien dit. Bon, alors, on passe à votre coup de gueule. Alors, on va peut-être oui, il nous reste 30 secondes, donc on va attendre Pierre. C'est un teasing formidable. Juste après. C'est quoi le sujet? Et puis moi, je vous parlerai de Marlène Schiappa, parce que j'ai trouvé son intervention hier absolument phénoménale. À tout de suite. Avec vous, sur Sud Radio, on va parler de l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, de l'interview hier soir aux 20h de TF1, du congrès LR, bref, beaucoup de sujets encore aujourd'hui. Alors, Pierre Claret, vous aviez un coup de gueule. Oui, ça va faire la transition avec Monsieur Zemmour. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de faire en politique le buzz pour pouvoir passer dans les médias. Alors, je dirais, je vais commencer par là, entre Zemmour qui braque les journalistes avec un pistolet, Monsieur Hulot, ami de Monsieur Macron, qui sort son pistolet de l'étui pour épouvanter les jeunes filles, et Jean Lassalle qui saisit, non mais je plaisante, et Jean Lassalle qui saisit le pistolet de la station d'essence pour servir un Français, pour protester contre l'augmentation d'essence. Moi, j'ai bien entendu fait un choix. J'ai choisi Jean Lassalle. Oui, bon, voilà. ça c'était. Oui, c'est pas. Si vous voulez, non, mais si vous voulez, le coup de gueule, si, ça veut dire que derrière, il y a quand même eu Monsieur Hulot qui a été pendant des jours et des jours. Oui, mais enfin, il se présente à rien et il n'est pas là pour. Il est médiatisé, il est pas mal médiatisé. Ensuite, vous avez Monsieur Zemmour. Ils sont pas tout à fait. Monsieur Zemmour est médiatisé aussi. Et à la sortie, on se rend compte que le seul qui défend un peu les Français à propos du pouvoir d'achat, lui, on n'entend pas parler. Oui, voilà, c'est un petit peu le coup de gueule. Mais bon, bien entendu. On peut vous donner un exemple. C'est qu'hier soir, il y avait 7 millions de personnes devant Éric Zemmour au journal de 20h et il y avait moins de 2 millions de personnes devant le débat de la droite. Mais c'est normal. En 2017, on a parlé du dégagisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le dégagisme, c'est qu'on ne voulait plus parler des partis traditionnels. Les Français, enfin, les partis politiques traditionnels n'ont pas encore compris ça. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'en 2022, il va y avoir un parti traditionnel qui va emporter l'élection présidentielle. Ça n'a absolument plus rien à voir. Il va falloir que, justement, les gens commencent à réfléchir, et les hommes politiques qui veulent faire la politique dans d'autres partis, qui réfléchissent à une autre façon de présenter la politique. Sinon, évidemment, on en restera là. Monsieur, a priori, Xavier Bertrand va faire autour de 10-12%. Marine Le Pen, je pense aussi qu'elle restera à 16 ou 17. Et ne parlons pas de la gauche. Donc je pense que, en effet, Monsieur Macron, comme au départ, il n'avait pas créé de parti, il a toutes les chances malheureusement de l'emporter. Et moi qui défends Jean Lassalle, qui n'a pas non plus de parti traditionnel, je pense aussi qu'il a pas mal de chance, si ce n'est qu'il faut juste l'inviter. Il faut l'inviter. Bon, écoutez, on l'a invité ce matin sur Sud Radio. Il était là. Je vous remercie, bien sûr. Moi, je trouve que l'engagement politique de Jean Lassalle est admirable, courageux, et que c'est une voix qu'il est agréable d'écouter. Oui. On va parler d'Éric Zemmour, mais je voulais quand même vous repasser l'échange hier entre Marlène Schiappa et Elisabeth Martichoux, qui était quand même proprement hallucinant. Écoutez. Que si c'était à refaire, vous la referiez de la même façon? Pardon, excusez-moi, réponse très simple. En fait, quand on a préparé cette émission, je vous ai dit qu'hier, on avait un séminaire de lutte contre le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nicolas Hulot, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit ça. Moi, je vous ai dit ça à ma conseillère, manifestement, jamais. Pour préparer l'émission. Alors là, je m'inscris en faux. Jamais. D'accord. D'ailleurs, est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de sujet? Vous savez très bien qu'il y a un échange avant pour savoir de quel sujet on va parler. Oui, mais est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de certains sujets? Je ne demande pas à des journalistes de parler de certains sujets, mais quand on vous a eu au téléphone, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre programmatrice, mais bien sûr que si, Elisabeth Martichoux, vous le savez, c'est Marlène Schiappa qui avait 4 ans et demi, qui était à l'école maternelle quand les faits se sont produits, qui doit rendre compte de ce qu'a fait Nicolas Hulot dans les années 80. Voilà, système de défense absolument ahurissant. Alors, pour préciser les choses, et Juliette Rioufol qui travaille avec moi, qui fait la programmation de l'invité politique, évidemment qu'il y a un échange avec l'attaché de presse où on dit voilà, l'actualité du ministre ou de l'homme politique, c'est de parler de ça. Il y a une conférence de presse, il y a ci, il y a ça. Après, le journaliste qui interviewe est tout à fait libre de ses choix et à aucun moment on accepte ou pas de ne pas poser une question. Là-dessus, moi je trouve que je crois que cette clownerie sinistre qu'est La République En Marche a atteint ses limites. Et les journalistes ont fait partie de cette acceptation. À un moment, quand on a des gens comme ça, quand on a des Jean-Michel Blanquer sur un plateau, on les met devant leurs limites, c'est-à-dire arrêtez de mentir, arrêtez de raconter n'importe quoi. Là, ce matin, Marlène Schiappa va aller à Calais pour effectuer dans la matinée une distribution de repas et un tour du nouveau processus de valorisation et récupération des biens abandonnés sur les sites faisant l'objet d'un démantèlement. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que cette politique de la communication, il n'y a plus de politique. C'est que de la com. C'est de la
fausseté permanente, une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que ceux qui se prétendent le camp de la raison sont ceux qui ont fait mutiler des manifestants pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ça m'insupporte de voir que cette hypocrisie, cette boursouflure égotique de chacun de ces responsables politiques est accompagnée finalement, alors qu'on devrait tous dire mais attendez, Marlène Schiappa, vous racontez n'importe quoi, et ça commence à se voir. Olivier Truchot l'a fait également sur une radio concurrente. Donc ça suffit en fait. On ne peut plus tolérer d'être pris pour des cons de cette façon-là. Et c'est à nous journalistes de le dire. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. La défense, et je pense qu'elle aurait dû s'excuser, enfin dire j'ai fait une erreur, j'ai été solidaire du gouvernement. Point final, ça tournait la page. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, ce qu'Emmanuel Macron m'a demandé de dire j'avais 4 ans et demi à l'époque des faits, mais c'est insupportable. Pour rebondir sur ce que dit M. c'est la personne prise en flagrant délit de mensonge qui ne sait plus s'en sortir, parce que soit elle se désavoue et elle montre que toute sa carrière est liée, est faite au son du pipeau, soit elle dit d'un coup la vérité et elle s'écroule parce que plus personne ne veut l'entendre. Marlène Schiappa dit qu'elle avait 4 ans et demi à l'époque des faits. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau des arguments, elle ne soit pas restée à 4 ans et demi. Dire ce n'est pas le sujet que je vous ai demandé d'aborder avec moi, c'est une vision macroniste du monde. C'est-à-dire que les journalistes doivent être à la botte. Exactement. La vérité officielle, qui est souvent un mensonge, doit être répercutée et jamais contestée. Alors sinon on est un mauvais journaliste, sinon on est un facho, sinon on est un complotiste. Tout cela devient inacceptable. Ces gens-là ont fait du mensonge un modèle de gestion. Sibeth Ndiaye d'ailleurs l'avait benoîtement reconnu au début de son activité. Monsieur Véran, mais si c'était Pinocchio, son nez ferait 75 km. Monsieur Véran a passé cette crise sanitaire à mentir sur tout. Restons sur Marlène Schiappa. Sauf que Marlène Schiappa est une menteuse, mais qu'elle n'a pas le talent pour le cacher. Si, on va le dire. Mais qu'elle n'a pas le talent pour le cacher. Et là, elle s'est effondrée en direct. Hier, beaucoup de gens se sont... Enfin, ces quelques jours, beaucoup de gens se sont effondrés face aux journalistes. Quand on n'a pas la trempe, on n'a pas la trempe. Non, c'est un naufrage. C'est un naufrage, c'est indigne, c'est indigent. Enfin, on ne devrait même pas accepter de donner encore la parole à des gens qui se comportent comme ça. Moi, ce que j'espère, c'est que, en effet, des gens comme Marlène Schiappa ne feront pas partie d'une prochaine aventure politique, peut-être parce qu'Emmanuel Macron sera battu ou je ne sais pas. Alors, on n'a pas prévu de la prendre au gouvernement. J'espère surtout que l'histoire ne la retiendra pas, parce que c'est vrai, ce sont des gens qui méritent de rentrer effectivement dans les oubliettes de l'histoire politique, qui n'apportent rien au débat, ils hystérisent le débat, et là il y a une méchanceté derrière tout ça. Vous savez, il faut comme savoir ce qu'elle a fait quand elle est arrivée au ministère de l'Intérieur, parce qu'elle est basée au ministère de l'Intérieur. Elle a demandé à récupérer le bureau de l'association du corps préfectoral, qui est une association qui a plus d'un siècle et demi, qui est installée là depuis toujours, place Beauvau. Eh bien, elle a décidé de s'installer dans ce bureau. Elle a viré les préfets en disant, moi, et comme ça, on a un bureau de 100 mètres carrés pour elle. Voilà à qui on a affaire en politique. C'est hallucinant. Et personne ne s'oppose à rien, parce que bien sûr, les politiques sont des princes intouchables. Et bien voilà, on a affaire à des gens qui, à un moment donné, dès qu'ils faut se rentrer là-dedans, alors, il n'y a pas l'extrait, mais elle a attaqué TF1 en disant, oui, je note quand même que ces histoires, c'est Nicolas Hulot, PPDA, Jean-Luc Lahaye, qui était sur TF1 dans les années 80, et c'était un humoriste sur une radio concurrente qui en avait fait un petit papier hier. Et donc, peut-être qu'elle l'a entendu, mais je trouve que comme système de défense, c'est absolument il n'y a plus à se défendre, minable, en fait. S'il y a une défense à avoir, c'est celle des citoyens français face à cette manipulation permanente qu'est la République en marche. Alors parlons, vous voulez ajouter quelque chose? Pour revenir vers le fond du sujet, notamment au niveau de ce problème, je crois quand même qu'on devrait créer une institution, enfin au niveau européen, un tribunal européen qui permette justement à ces femmes qui sont justement touchées par des hommes publics de pouvoir se défendre et non pas de saisir un tribunal français, sachant que ça éviterait justement qu'elles ne puissent pas s'exprimer, parce qu'au fond on voit que derrière, depuis 20 ans, ces femmes qui se taisent, c'est parce que derrière elles avaient peur quelque part, parce que la personne était connue. Et si derrière on a justement un système juridique indépendant à l'échelle européenne, ça évitera peut-être ce genre de problème. Parlons d'Éric Zemmour dans un instant, de son entrée en campagne hier, de ce clip de campagne. Qu'en avez-vous pensé de ce clip d'annonce de sa candidature? Qu'en avez-vous pensé? Puis l'interview hier de Gilles Boulot. Est-ce qu'il a fait le boulot? Puisque c'est Éric Zemmour, c'est pas moi, c'est Éric Zemmour qui a dit Gilles Boulot n'a pas fait le boulot. Allez, à tout de suite. Les débats avec vous, et nous parlons de l'entrée en campagne d'Éric Zemmour hier, ce clip qui annonçait sa candidature, évidemment extrêmement commenté, près de 2 millions de vues déjà en moins de 24 heures. C'était sur YouTube. Alors il y a eu beaucoup de polémiques autour des images empruntées, non payées, mais sur le fond, vous en avez pensé quoi les uns et les autres de ce clip et de cette annonce?
Alexis Poulain. Je trouvais que c'était original comme format de faire ça sur YouTube en ayant des images non libres de droit. C'était courageux, audacieux. Ensuite, la mise en scène façon De Gaulle, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Il n'y a pas besoin de se procurer un micro vintage, de se mettre comme ça à lire son discours pour s'en référer à la figure tutélaire du général. Ça, c'était un peu scolaire, la façon de faire. Mais ça a marché, 2 millions de vues. On ne parle que de ça depuis 24 heures. Donc, l'effet entrée en campagne fonctionne. Reste à voir si l'essai va être confirmé avec le meeting au Zénith, ça reste à voir. On voit que quand même c'est un candidat fragile. À la fois il y a le doigt d'honneur à Marseille, alors certes c'est un épiphénomène, mais quand même. Et puis il y a surtout l'interview sur TF1 où parce qu'il n'est plus sur le plateau de CNews et c'est pas Christine Kelly qui lui pose des questions préparées, on le sent que le candidat n'est pas préparé. Et ça c'est plus inquiétant. Et puis après il y a le côté rassembleur. Est-ce qu'Éric Zemmour peut montrer maintenant une équipe autour de son projet, puisque le constat est fait, il l'a fait de livre en livre. Maintenant est-ce qu'il va avoir un programme, est-ce qu'il va avoir une équipe? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, je crois qu'il faut arrêter de regarder la France dans le rétroviseur. On est tous fiers de notre passé. Nous au Rassemblement National avec Marine Le Pen, nous le revendiquons. Nous voulons reconstruire et défendre la France, mais il y a un moment, cette vision oxygène, dépressive de la France, c'est plus, je crois que ce n'est pas un programme présidentiel. Il y a un moment, oui, il y a un problème d'immigration, oui, un problème d'insécurité, oui, il y a un problème civilisationnel, mais il n'y a pas que ça. Donc vous l'avez trouvé quoi? Trop passéiste, trop sur le constat et pas assez vers l'avenir? Non, c'était un clip naphtaline. Voilà. La punchline de Laurent Jacobelli. C'est pas une punchline, c'est quand même un peu. C'était ça. Moi, j'ai pas envie de prendre du Prozac après avoir regardé un clip. Moi, j'ai envie d'avoir de l'espoir. J'ai envie de savoir comment on va construire ce pays. Et c'est l'axe de notre campagne avec Marine Le Pen, dire oui, on a un beau pays, oui, il est en danger, mais oui, on va le sauver. Mais le côté tout est fini. D'ailleurs, il avait appelé un de ses livres le suicide français. Et ben là, on en avait la bande-annonce. Effectivement, vous sortez de là, vous dites tout est foutu. Je vais me mettre au lit, je vais prendre une tisane et puis je vais attendre que ça passe, quoi. Non, il faut se lever, il faut aller se battre, il faut faire des propositions, il faut dire la France elle est belle, les Français ils sont courageux, on va s'en sortir et voilà comment on va s'en sortir. Marine Le Pen fait des propositions sur l'immigration, le pouvoir d'achat, là rien. Et puis je suis désolé quand même. Moi je suis gaulliste social, je viens de là. Et ben à titre personnel, j'ai été extrêmement mal à l'aise par cette imitation ratée du général de Gaulle. Non, mais disons-le. Alexandre. En tout cas, si Éric Zemmour voulait faire le buzz, c'est réussi. De ce point de vue-là, c'est indéniable. S'il voulait parler à sa cible électorale, également, c'est parfaitement réussi. Après, c'est vrai que la France qu'il dépeint dans son clip avec toutes ces images non libres de droit, en effet, c'est quand même une France qui existe. Et donc, il ne faut pas non plus, comme on l'a fait trop souvent avec le Front National ou le Rassemblement National, très souvent, il y avait un certain nombre de choses qui étaient dites par Jean-Marie Le Pen ou depuis par Marine Le Pen, qui sont des réalités qui ont été méprisées pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui après explique aussi la façon dont les Français votent et aussi la popularité qui est la vôtre. Donc cette version-là de la France, elle n'existe pas que dans la tête d'Éric Zemmour. Il y a pour des gens, voilà, une France qui change, une France qui n'est plus sécurisée, une France qui se transforme, une France dans laquelle on ne se reconnaît plus, une France insécuritaire et pour qui ça gâche vraiment la vie au quotidien. Donc ça, il faut l'entendre et l'écouter et pas le traiter par le mépris en disant, parce que ça c'est vrai. Après, ce qu'on peut regretter pour Éric Zemmour, et tant pis pour lui, il est en train, je pense, avec le clip d'hier et cette posture-là, il est en train de fabriquer son plafond de verre, tout seul. C'est-à-dire que je ne vois pas comment, avec ce clip et puis les clichés qui sont dedans, le fait que vous regardez le clip, il n'y a pratiquement personne de couleur de peau différente que blanc, à part sur la mosaïque des étudiants. Voilà, et ben ça pose un problème de société parce qu'il y a une diversité qui est une chance et qui est une réalité et qui peut poser problème par certains, effectivement peut-être avec l'islamisme radical, mais on ne peut pas non plus généraliser tout et tout le temps. Et je pense que ça, il est en train de fabriquer son plafond de verre et je crains qu'à la fin de la foire, si il va au bout de sa candidature et qu'il termine à 3, 4 ou 5%, la chute sera pour le coup très très dur parce que quand on joue à De Gaulle et qu'on finit à 5%, ça fait mal. Brigitte nous dit 17 000 personnes inscrites au Zénith pour voir Zemmour. Allez-y, continuez à taper et dire n'importe quoi. Un autre auditeur nous dit je ne suis pas pour Zemmour, mais là où il a raison, c'est que la France est foutue. Donc il touche. Pierre, comment vous l'avez, Pierre Claret? Moi, je dirais que sur la forme, je pense qu'il devrait changer de conseiller de communication parce que lorsqu'on met une très grosse
grosse bibliothèque et qu'en face, après, on met un petit bureau d'écolier, moi, je pense qu'il a oublié de mettre la blouse bleue pour qu'on puisse le noter en tant que stagiaire, puisqu'il a dit qu'il était nouveau en politique. Or, en effet, il s'est pris pour le général de Gaulle, et pour moi, c'est vraiment... il est passé à côté, quoi. Alors, bien sûr, pourquoi il est médiatisé? Parce que derrière, les journalistes le suivaient. Mais s'il avait été tout seul, comme un grand derrière son écran, je pense que personne... Il y a toujours ce débat-là. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il parle à des gens. Enfin, là, on le voit, nos auditeurs sont là. Bien sûr, oui. Alors, attention, il calme une colère qui est la colère des Français. Mais je pense que là, à ce niveau, il est évident qu'il a cette audimat. Si Jean Lassalle avait eu le même temps d'antenne, il aurait eu, il serait monté à 14% d'intention de vote? Ah, mais bien sûr, même plus. Je vais vous dire, ce qui se passe, ça se voit sur le terrain. Allez vous promener avec Jean Lassalle dans la rue et vous verrez, il est comme... non, mais il est très populaire, très sympathique. Très populaire. Je suis d'accord, mais entre du coup, la popularité se fait, mais elle se fait autour d'un écran, la popularité. Si vous ne voyez personne, j'étais encore tout à l'heure dans le studio en train de discuter avec une dame qui me dit « Ah, monsieur Jean Lassalle se présente, on ne le sait pas. » Et hier encore dans l'avion. Donc pour vous dire que les gens ne savent pas encore qui se présente, c'est pas normal qu'ils ne le savent pas. Donc évidemment, on ne peut pas... Alexandre. Ouais. Sur la candidature de Jean Lassalle ? Non, mais sur le fait, parce que je vous ai vu réagir sur le fait que c'était une candidature médiatique, c'est au-delà de ça. Je veux dire, c'est 7 millions de personnes devant le JT de France, de TF1. Quand un politique vient en général, ça chute. Non, mais on est absolument d'accord. D'abord, il y a un phénomène, c'est intriguant, les gens ont envie de savoir et de comprendre. Alors c'est vrai que le débat, on peut en reparler, le débat était plus un débat de chaîne d'infos en continu, avec les énièmes sujets retraités la énième fois, sauf que là, ce coup-ci, c'est Éric Zemmour qui répondait. C'est vrai qu'on aurait pu avoir envie qu'on aille sur un ou deux sujets un peu qui dépassaient, je dirais, les polémiques et le buzz. Mais au-delà de ça, c'est vrai que vous avez une France qui ne se reconnaît plus dans la France. Ouais. Voilà. Et ça, tant qu'on l'admet pas, on aura ce type de comportement. Et c'est vrai, quand on parlait de Marlène Schiappa et le comportement des politiques de la classe nouvelle et qui n'est pas mieux que la classe d'avant, elle renforce l'envie de voter pour des gens qui sont différents et sont en rupture. Alors, Laurent Jacobelli, puis après Alexis Poulain. Ce que vous dites est très juste. Et moi, je ne renie pas le constat que fait Éric Zemmour. C'est un constat que je partage à 90%. La différence, c'est qu'il n'est plus chroniqueur, animateur, il est candidat à la présidence de la République. Et on voit que plus il s'est éloigné de son poste de chroniqueur de CNews, et plus il s'est rapproché du rôle de candidat à la République, plus les sondages ont baissé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su changer de registre. Et on le voit bien, ce clip... Honnêtement, la question des droits à l'image est peut-être anecdotique, mais ça prouve quand même que derrière, il y a un manque de travail, il y a un manque de sérieux. Je suis désolé de le dire. Et le JT, le JT de TF1, vous avez pensé quoi ? Honnêtement, là aussi, s'il croit que le journaliste va lui servir la soupe et que c'est à lui de réciter son programme, ça se passe pas comme ça. Pourquoi Gilles Boulot est allé sur ces questions-là ? À mon avis, c'est parce que simplement, comme il n'y a pas de programme sur lequel débattre, eh bien, le journaliste prend ce qu'il a comme base, c'est-à-dire les livres d'Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'on y lit, grosso modo, que la femme ne doit pas accéder au pouvoir et n'est pas un génie. C'est vrai qu'on y lit que l'islam, pour Éric Zemmour, est égal à l'islamisme. Et Gilles Boulot, il a pris la matière qu'il avait, parce qu'il n'y a pas d'autre matière. Oui. Et donc je pense que mais ce qu'on aurait pu lui reprocher, ce qu'on peut lui reprocher à Gilles Boulot, en toute modestie, c'est de ne pas être allé. Enfin, c'est le jour de l'annonce de la candidature. Donc il y avait peut-être des questions sur le pouvoir d'achat, sur l'avenir et sur la manière dont. Excusez-moi, quand vous êtes commentateur sportif et que vous commentez un match de Ligue 3, oui, c'est pas simple. Et là, le pauvre Gilles Boulot s'est trouvé sans matière. Honnêtement. Des interviews difficiles, on ne vous parle pas de ce qu'on veut parler, et on vous ressort des vieux points du passé. Honnêtement, Rassemblement National, je peux vous assurer qu'on en vit tous les jours, plusieurs fois par jour. Si on se débrouillait tous comme ça fait déjà longtemps qu'on aurait arrêté. Pour conclure, la présidence de la République, clairement, c'est pas fait pour lui. En revanche, il a un rôle à jouer. Et moi, je pense aujourd'hui que tous les électeurs du camp patriote doivent se rassembler derrière la seule candidate dont les sondages montrent qu'elle peut battre Emmanuel Macron. On est dans la marge d'erreur au second tour. Et c'est ce que ressentira bientôt Emmanuel Macron, d'ailleurs. Elle est jolie, la marge d'erreur. À 46%, je crois, dans le dernier sondage. On est premier chez les chefs d'entreprise, premier au milieu rural, premier dans un certain nombre de catégories dans lesquelles nous n'étions pas avant. Donc, il se passe quelque chose. Ne dispersons pas les énergies, ne dispersons pas les voix. Être président de la République, ça se prépare et ça se prépare longtemps. Mais vous seriez prêt à faire alliance avec lui ?
mais tous ces électeurs sont les bienvenus, et lui aussi, bien évidemment. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est Emmanuel Macron, on en a déjà parlé aujourd'hui. Pouvoir d'achat, immigration, sécurité, souveraineté, ça suffit. En 5 ans, il a fait plus de mal que tous ses collègues précédents en 30 ans. Il a fait accélérer le phénomène. Donc il faut maintenant une force d'alternance, et clairement, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Olivier nous dit oui, enfin, Zemmour ne se laisse pas insulter par les médias, et ce n'est pas habituel. Les politiques qui se couchent devant les journalistes, c'est terminé. Il l'a même effectivement traité de connard. Oui. Gilles Boulot en partant, son directeur de campagne ou de communication ce matin a plus ou moins confirmé à Pascal Praud en disant oui, ce n'est pas impossible. Mais parce que ça fait partie aussi d'une stratégie, c'est-à-dire que là, on parle... Mais oui, ça fonctionne puisqu'il a une fanbase énorme. On a affaire à des fans là, on n'a pas affaire à un parti encore, loin de là. On a affaire à des gens qui apprécient la figure médiatique d'Éric Zemmour parce que c'est une création médiatique, parce qu'il a écrit des livres, certes, mais il a pu peaufiner cette façon de faire ça sur les plateaux télé. Et on ne parle que de forme avec lui parce que derrière, la volonté, c'est de casser les codes. Et il doit continuer pour avoir cet attrait qu'il a auprès de ses fans. Il doit continuer à casser les codes. Donc, c'est quoi s'il suit la Bible trumpiste, c'est évidemment dire que les journalistes sont stupides, qu'ils servent à rien, c'est que lui a toujours raison, c'est continuer à faire de la fake news au kilomètre, c'est jeter par-dessus l'épaule toutes les accusations qui va pouvoir être faites sur son sérieux, etc. Sauf qu'on est en France, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Et puis après, il y a un vrai débat, et ce débat c'est un débat de fond, c'est pas un débat de forme, c'est effectivement sur l'élection de 2022 la question qui se pose, c'est la question entre un projet mondialiste porté par Emmanuel Macron et un projet nationaliste, le camp national, qui va dire qu'est-ce que la souveraineté ? Est-ce qu'aujourd'hui en France on peut dire que c'est le peuple souverain ? Non, on ne peut pas le dire. Donc est-ce qu'on a des candidats qui vont porter ce projet ? Pareil pour la liberté, on ne peut pas être candidat libéral et être pour le pass sanitaire. Or Éric Zemmour est très discret sur aujourd'hui l'état sanitaire de la France et les mesures folles de ce gouvernement. Donc il y a plein d'incohérences dans cette candidature qui servent la candidature de Marine Le Pen, évidemment, qui passe pour quelqu'un de raisonnable, qui a de la bouteille en politique, qui a fait plusieurs campagnes et qui ne va pas avoir non plus ce procès en dégagisme puisque finalement elle n'a jamais eu le pouvoir. Donc c'est quelque chose d'important dans cette élection qui va être surprenante à mon avis. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là Éric Zemmour il est dans la forme plus que dans le fond et on l'attaque d'ailleurs quasiment que sur la forme. Pierre, cette intervention hier. Moi je viendrai sur un autre sujet qui est celui... Allez-y, faites comme vous voulez, faites comme Éric Zemmour. J'ouvre le débat. Non, c'est parce qu'en fait, on lui a posé des questions à propos justement de son programme. Et je ne sais pas, je me pose des questions si un président de la République qui se présente à l'élection doit parler de son programme. Je pense que c'est plus lié au Premier ministre et non pas... C'est pour ça qu'on lui a posé la question, quel va être votre Premier ministre ? Parce qu'au fond, je crois que le président, il est là pour mettre en sécurité sa population. Et le Premier ministre, il est là pour s'occuper de la liberté des Français et éventuellement d'un programme politique et économique. Et c'est pour ça que quelque part les gens, lorsque ils écoutent les émissions politiques, sont zappés. Elles ne sont pas écoutées parce que justement on rentre dans des détails qui n'intéressent pas les Français. Et je pense que il faudrait peut-être envisager de présenter les émissions de façon différente. Regardez Monsieur Macron, il n'avait pas encore le nom de son Premier ministre lorsqu'il a été élu. Il a choisi Édouard Philippe. Et ils se sont vus à une seule fois, à un repas, et on laisse du coup un homme qui est élu à la présidence prendre un gars qui n'arrive de nulle part, quelque part, puisqu'ils ne se connaissent pas, et on le laisse faire un programme politique pendant 5 ans. On a vu ce que ça a donné, les Gilets jaunes. Donc je crois que quand même, il faudrait que l'on revoie la façon dont on perçoit la Ve République, et en l'occurrence, justement, le rôle du Premier ministre. Je pense d'ailleurs, bon, mais ça c'est très personnel, que le Premier ministre devrait être élu à la majorité, enfin, comme le président de la République, mais au lieu d'être élu sur 5 ans, il faudrait qu'il soit élu sur 4 ans par exemple, c'est une idée, et le président sur 7 ans. Il faut revenir aux bases, parce qu'à mon avis le problème c'est pas ça, c'est qu'on a un Parlement qui est pas représentatif. Enfin la proportionnelle, c'est pas normal que le Front National n'ait pas de groupe parlementaire, le Rassemblement National n'ait pas de groupe parlementaire, pardon, n'ait pas de groupe parlementaire, alors que vous avez une candidate qui est au 2e tour. C'est pas normal cette façon de fonctionner. Donc d'abord que l'Assemblée, le Parlement soit représentatif, d'abord ça, avant de parler d'institutions. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Quelques mots sur les LR qui semblent bien.
Franchement. Congrès LR, tout est ouvert. Qui va sortir du chapeau? C'est le cas. C'est la question qu'on peut se poser. À tout de suite sur Sud Radio. Alors, hier soir, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse ont débattu pour la dernière fois sur France 2. Les 140 000 adhérents des Républicains vont commencer à voter ce matin, ont commencé à voter et on connaîtra les résultats samedi après-midi. Non, demain après-midi pour la finale. C'est demain après-midi pour la finale. Qui seront les deux qualifiés. Voilà, et samedi, on connaîtra le gagnant, l'heureux élu. Congrès LR, donc tout est assez ouvert. Comme il n'y a pas de sondage, qu'on ne peut pas vraiment sonder les adhérents parce qu'on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas qui sortira du chapeau. Les débats ont été plutôt, je trouve pas le mot, j'allais dire soporifique, mais bon, non, je devrais pas dire ça. En tout cas, c'est Emmanuel Macron qui a concentré la plupart des critiques pendant ces débats. On a un auditeur qui voulait réagir. Julien, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, par rapport à ce débat, que j'ai trouvé très honnêtement un peu ennuyant, c'était le 4e, on n'a pas appris grand-chose, très, très franchement. Je pense que ça montre un peu la lassitude des Français pour ces débats qui peuvent au demeurant être intéressants, mais on voit pas bien, en fait, si vous voulez, la différence entre tous ces candidats LR et M. Macron. Il y a quoi comme différence? Ils pensent tous la même chose sur l'euro, sur Schengen, sur la CEDH, sur l'économie, sur la vaccination obligatoire, sur le pass sanitaire. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un faux choix et que les Français aimeraient bien entendre d'autres voix politiques, parce que je rappelle qu'il y a quand même, je crois, 25 candidats à la présidentielle et qu'on entend toujours les mêmes. Et je pense qu'il y a une vraie lassitude, très, très, très franchement, d'entendre ces politiques vues et revues. Voilà, les Français aimeraient voir d'autres personnalités. Mais théoriquement, la campagne n'a pas encore commencé. Pierre Claret qui est avec nous, reste avec nous, Julien. Oui. Mais Pierre qui est avec nous, qui soutient, qui est dans l'équipe de campagne de Jean Lassalle. Il n'y a pas aujourd'hui, effectivement, les chaînes de télé et les journaux choisissent qui ils ont envie d'inviter. Bien sûr, mais je dirais que nous, on commence aujourd'hui, le 1er décembre, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui notre début de campagne officielle. Oui, mais il n'y a pas de règles d'équité ni d'égalité non, absolument pas. Non, dans les médias et invite Jean Lassalle qui a envie de l'inviter. Bien sûr, tout à fait. Oui, Julien, pardon, je vous ai interrompu. Non, mais c'est ce que vous disiez, Valérie, je vous rejoins, c'est pas très normal. Il devrait quand même avoir un minimum d'équité et recevoir tout le monde, quel que soit son bord politique. Alors, il y a des règles, il y a des temps de parole qui sont comptabilisés. C'est un travail assez fastidieux qui est fait et on veille à cet équilibre. Il y a certains, vous les voyez, 0 minute, 0 seconde sur les antennes. Il y a quand même un vrai problème démocratique. Et c'est pas très étonnant que la France ait été reléguée au rang de démocratie défaillante. Il y a quand même un vrai problème et il y a un moment donné, ce blacklistage des médias de certains candidats, ça pourra pas durer. Ou alors la France est tombée vraiment très très bas. Mais il y a le problème de la candidature, les petits candidats. En fait, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir les 500 signatures. Certains, on le sait, sont candidats, mais c'est une annonce. Rien n'est sûr sur les 500 signatures. Ensuite, une campagne, quand on est en Ligue 1, c'est 16 millions, 20 millions d'euros qui doivent être dépensés en quelques mois. Il faut les récupérer. Même pour Marine Le Pen, c'est difficile de faire appel aux banques, par exemple, qui limitent. Donc il n'y a pas que les médias qui blacklistent les candidats, il y a les banques. Ensuite, il y a les maires. Il y a François Hollande. On doit à François Hollande une réforme qui fait que le parrainage d'un élu est public. C'était pas le cas auparavant. Donc là où des maires jouaient le jeu démocratique en disant je suis pas forcément d'accord avec vous, mais j'ai envie d'avoir un débat, c'est plus possible parce que c'est écrit noir sur blanc que vous avez parrainé tel candidat. Donc on a réduit la démocratie dans ce pays, gouvernement après gouvernement. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je m'étonne de voir la passivité du peuple français d'accepter toujours moins de démocratie en faisant croire que ce jeu-là, ce jeu politico-médiatique, maintenant ferait état de débat politique. Julien est toujours là ? Oui. Mais vous savez pour qui vous allez voter ? Moi, très honnêtement, oui. J'hésite entre deux, entre Monsieur Philippot et Monsieur Asselineau, parce que j'estime très honnêtement, pour étudier un petit peu ce qui se passe depuis des années, que ce sont les seuls qui peuvent changer les choses. Tant que vous ne sortez pas de l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, de l'OTAN, c'est pour ça que je vous dis que le débat des Républicains, c'est un leurre. Ils ne pourront rien faire tant qu'ils restent dans les traités. Sur l'immigration, Monsieur Ciotti nous fait des palabres en nous disant on va changer ci, on va changer ça. Il ne pourra rien faire. En fait, il nous refait ce que Sarkozy a fait en 2007. Mais ils ne pourront rien faire. Et
c'est pour ça que je vous dis que malheureusement, je pense que tant que les Français n'auront pas compris qu'il faut, comme les Anglais, retrouver une souveraineté pour retrouver une France qui peut agir, malheureusement on ne pourra rien faire. Je le déplore, mais malheureusement on ne pourra rien faire. Merci Julien d'être intervenu. Alexandre, ce que dit votre auditeur est intéressant, mais après c'est une version d'une proposition politique qui n'est pas celle portée par les Républicains. Donc là, ce qui était même intéressant, même si le processus est un peu laborieux, c'est qu'il a eu lieu. Il a permis aux candidats de s'exprimer. On a pu voir à la fois quand même un petit peu de fond, parce qu'ils ont quand même parlé un peu de fond. On voit bien leurs lignes, leurs idées. On peut être d'accord ou pas, c'est pas le sujet, mais on voit bien ce qui comme les distingue. C'est vrai qu'il fallait faire l'effort de regarder, mais c'est quand même malgré tout assez révélateur. On voit aussi les personnalités, on voit leur façon d'être et leur façon de faire. Donc comme il y aura bien un candidat des Républicains qui va jouer la partie, c'est quand même intéressant d'arriver au terme de ce processus. Après, en revanche, qui va sortir du chapeau, compte tenu du fait qu'on n'a pas effectivement d'intention de vote fiable. Moi, je n'exclus vraiment pas qu'on ait une surprise et que le trio qu'on imagine Pécresse, Barnier, Bertrand, ou Barnier, Bertrand, Pécresse, etc. sera peut-être effectivement pas forcément celui qu'on peut imaginer. Vous voyez Ciotti je pense que Ciotti fera un bon score. Ouais, je pense que Ciotti fera un bon score. Et après, je pense qu'on ne sera pas à l'abri que l'un des trois favoris, entre guillemets, prenne un scud. Bon. Oui, Laurent Jacobelli. Moi, je trouve que le débat est toujours bon, qu'il y ait une primaire à droite, c'est leur affaire. Pourquoi pas? Il faut juste dire un peu la vérité sur ce qu'est cette opération, quand même. C'est la primaire des pirates. D'abord, ils volent, ils pillent le programme de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir 5 candidats au poste de secrétaire général du Rassemblement national. On a repris toutes nos mesures sur l'immigration, sur l'insécurité, mais vous m'en voyez ravi, ça veut dire qu'elles sont bonnes et que Marine Le Pen a raison depuis longtemps. En revanche, une fois que cette personne sera élue, elle n'aura plus qu'un seul objectif, devenir ministre d'Emmanuel Macron. C'est quand même un fort paradoxe. Et moi, je dis aux électeurs de LR, ne soyez pas dupes, parce que c'est pas une télé-réalité, ce qu'on est en train de vivre là. C'est important, c'est l'élection présidentielle. Et donc, si vous voulez vraiment lutter contre l'immigration, si vous voulez vraiment lutter contre l'ensauvagement de la société... le clip non, mais honnêtement, du RN. Quitte à parler comme Marine Le Pen, votez pour Marine Le Pen, mais vous laissez pas avoir par CLR qui, une fois qu'ils ont les rênes d'un exécutif, qu'il soit départemental, régional ou même national, font la même politique que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire mondialisation, laxisme, immigration. Préférez l'original à la copie, c'est ça? Ça pourrait être votre slogan? C'est une formule qui existe depuis longtemps, mais je me réjouis de voir que le programme de Marine Le Pen est aujourd'hui partagé par un plus grand nombre. Le fait qu'on soit pillé est finalement un très bon signe. Oui. Je voudrais qu'on aborde la question du financement. Oui. Vous savez qu'il faut attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur les 500 signatures pour que les banques décident de prêter. Or, il s'avère que c'est au mois de mars et c'est très calculé au niveau gouvernemental, puisque évidemment, si on attend le mois de mars et que l'élection est en avril, comment voulez-vous avoir des fonds pour financer notre campagne? Donc je crois qu'il faudrait qu'on modifie en termes au niveau du Conseil constitutionnel que au moins lorsque vous avez les 500 signatures, que les maires les envoient en recommandé, et dès que le plafond des 500 signatures est passé, qu'on valide l'élection, enfin qu'on valide au moins le candidat, et ensuite on pourra au moins financer nos campagnes. Comment vous faites campagne alors? Nous, on fait avec des fonds propres, c'est tout. Donc c'est vraiment très difficile. C'est très très difficile. Non, il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Et ce qui est terrible, c'est les pressions qui sont faites sur les maires. Il faut le dire, et je le dis ici, par les conseils départementaux, les conseils régionaux, les communautés de communes, pour qu'ils ne donnent pas leur signature à d'autres. Et avec des menaces très dures. On va te couper les subventions et tu n'auras plus rien. Ce qui est faux. Donc légalement, c'est impossible. Il faudra peut-être revoir cette manière d'attribuer. Démocratie en danger. Allez, merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.